Vienne, 1910. Adolf Hitler est sans domicile fixe. Il a 21 ans et s'installe dans ce foyer pour hommes. Pour gagner sa vie, il peint des cartes postales qu'il vend aux touristes. Adolf Hitler n'est rien, ni personne. Pourtant, 30 ans plus tard, il sera l'homme le plus fort de l'Allemagne. Un homme prêt à tout pour appliquer son modèle qui plongera le peuple allemand et le monde dans le conflit le plus meurtrier du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale. 6 années de guerre, 65 millions de morts, 6 millions de juifs exterminés dans les camps, un traumatisme à jamais gravé dans la mémoire collective. Adolf Hitler, c'est la personnalité la plus sanguinaire de toute l'histoire humaine. L'extermination des Juifs se faisait d'heure en heure. Il n'y avait pas de pause, jour et nuit, et parfois jusqu'à 10 000 personnes par jour. Hitler est conscient de ce qu'il fait, et il est conscient des conséquences possibles de ses actions. Comment, après une vie de bohème, Adolf Hitler deviendra-t-il l'architecte de la solution finale? Quel chemin ce fils d'un agent des douanes a-t-il parcouru pour parvenir aux plus hautes fonctions de l'État? Un homme, passionné d'histoire, a traversé le monde pour établir la chronologie la plus exhaustive à ce jour. Harald Sandner a passé plus de 20 ans à décortiquer heure par heure la vie d'Adolf Hitler. Où était-il? D'où menait-il la guerre? Quels sont les lieux témoins de ses plus grandes décisions? Là où se trouvait Hitler, se trouvait le pouvoir. Peu importe le lieu, c'est le symbole d'une dictature absolue. Plus de 70 ans après la mort d'Adolf Hitler, Harald Sandner a même découvert de nombreuses inexactitudes, y compris dans les biographies les plus sérieuses. Il existe environ 80 biographies sur Hitler, mais malgré tout, il y a toujours des erreurs dans les informations données. Nous sommes retournés sur ces lieux inédits qui ont hébergé Adolf Hitler. Leurs propriétaires nous ont ouvert leurs portes à titre exceptionnel. Certains ont même accepté de témoigner pour la première fois. De la France à l'Autriche, en passant par l'Allemagne et la Belgique, nous sommes partis sur les dernières traces laissées par le dictateur pour comprendre l'ascension d'un monstre, l'itinéraire d'Adolf Hitler. Octobre 1918. La Première Guerre mondiale touche à sa fin. Adolf Hitler est engagé depuis 4 ans dans l'armée allemande, mais le jeune soldat doit quitter le front. Il souffre d'une attaque au gaz qui le rend en partie aveugle. Sur son lit d'hôpital, il apprend la défaite de l'Allemagne. Adolf Hitler est dévasté. La défaite de 1918 est une tragédie qui lui tombe dessus. C'est extrêmement traumatisant puisque c'est inattendu. Personne au sein du gouvernement ou de l'armée pensait à la défaite. Tout le monde pensait qu'il gagnerait. Pour lui, comme pour de nombreux Allemands, la défaite a été causée par des ennemis de l'intérieur. Le pouvoir politique, mais pas seulement. Les Juifs étaient les boucs émissaires parfaits pour expliquer la défaite de la Première Guerre mondiale. Pour lui, les Juifs sont secrètement derrière tous les mouvements politiques qui ont œuvré pour la signature de l'accord de paix punitif à Versailles. L'année 1919 marque le début de sa pensée antisémite. Mais pourquoi Adolf Hitler s'est-il mis à détester les Juifs ? Comment est-il passé de la haine au meurtre de masse? Retour sur la vie de l'homme à l'origine du plus grand crime contre l'humanité. Adolf Hitler est né à Braunau am Inn, un petit village de Haute-Autriche, proche de la frontière bavaroise. C'est ici
au 2e étage de cette ancienne auberge, que sa mère Clara Hitler le met au monde le 20 avril 1889. Il est 18h30. Son père se prénomme Alois Hitler. Il est fonctionnaire des douanes. Nous avons accompagné Harald Sandner devant sa maison de naissance, là où tout a commencé, là où le monstre est né. On ne peut pas s'imaginer qu'un si petit bébé devienne un tel meurtrier de masse. Un bébé, c'est de nature innocent. Personne ne peut imaginer ce que deviendra plus tard Adolf Hitler. Ces images seront certainement les dernières que nous aurons de son lieu de naissance. Le gouvernement autrichien envisage de le raser pour effacer toutes les traces du dictateur. Par la suite, la famille Hitler déménagera dans cette bâtisse située à quelques mètres de là. Hitler a tout juste quelques semaines de vie. Le 2 mai 1895, son père est nommé douanier principal à Linz. C'est donc dans une petite école autrichienne de Fischelham, au sud-ouest de Linz, qu'Adolf Hitler est scolarisé à l'âge de 6 ans. C'est également ici que le dictateur reviendra en vainqueur, le 12 juin 1939. Ces images en couleur ont été tournées à l'époque par Eva Braun, qui deviendra sa femme. Dans son école, il est à la fois ému, il laisse remonter l'émotion de son enfance, puisque sa scolarité primaire avait été brillante, avant qu'au collège, sa scolarité devienne beaucoup plus problématique. Avec ces images, Adolf Hitler se présente aux Allemands comme un élève modèle qui était destiné à faire une brillante carrière politique. Une pure opération de propagande, car à l'époque, la réalité est tout autre. De manière générale, Hitler est un mauvais élève. Il est doué uniquement dans les matières qu'il aime. Finalement, il quittera l'école sans obtenir de diplôme. Il détestait l'école, il détestait ses professeurs, et ses professeurs le décrivaient comme fainéant. Si Adolf Hitler montre peu d'intérêt pour l'école, il préfère passer son temps à jouer dans les champs et à des jeux guerriers où il a le premier rôle. C'est un meneur qui aime donner le ton et dominer ses petits camarades. Mais ce qu'il affectionne par-dessus tout, c'est le dessin. Il adore dessiner, sa famille est en admiration devant ses dessins et il se met en tête vers 13-14 ans de devenir artiste peintre. Mais sa vocation d'artiste n'est pas du tout du goût de son père. Alois Hitler souhaite que son fils lui emboîte le pas et devienne fonctionnaire comme lui. Lorsque son père Alois apprend que son fils n'aime pas ça et préfère dessiner, il devient vraiment agressif et méchant. Il bat son fils régulièrement. Le témoignage le plus précis, c'est celui de sa sœur, Paola, qui dit qu'il recevait souvent sa raclée et qu'il s'efforçait d'être stoïque sous les coups, de ne pas crier, de ne pas supplier. En 1903, un événement tragique va lui permettre de réaliser son rêve d'artiste. Le décès de son père. Adolf Hitler est alors âgé de 13 ans. Désormais, plus rien ni personne ne pourra se mettre en travers de son chemin. Nous sommes en septembre 1907. Hitler a tout juste 18 ans lorsqu'il décide de quitter sa province de Linz pour se rendre dans la capitale, Vienne. Une fois sur place, Hitler se présente à l'examen d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts. Le concours est très sélectif. La sélection à l'Académie a toujours été très stricte. C'est toujours le cas aujourd'hui. Sur les 113 candidats, seulement 28 avaient été acceptés. Adolf Hitler n'a aucun diplôme, mais cela ne l'effraie pas. Hitler se présente au concours dans l'idée qu'il sera reçu sans problème. Et s'il y a une chose qui le caractérise dans son existence, c'est qu'il n'a jamais douté de son talent. Et il a toujours été persuadé que son talent s'imposerait, serait reconnu. Voici quelques-uns des dessins qu'il réalisera à l'époque. Mais Adolf Hitler sera recalé.
On lui reprochera son manque d'originalité, mais pas seulement. Hitler se prépare peu, pense que l'inspiration convaincra les examinateurs et nous savons aujourd'hui qu'il a échoué 2 fois au concours d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Cet échec, Adolf Hitler aura beaucoup de mal à l'accepter. Dans son livre Mein Kampf, des années plus tard, il décrira ce jour comme le pire moment de sa vie. Un traumatisme dont il ne parlera à personne. Il avait honte. Il était humilié par son échec et il ne voulait clairement pas en parler. Dès novembre 1907, Adolf Hitler retourne régulièrement à Linz. 2 mois seulement après son échec à l'Académie des Beaux-Arts, le jeune homme apprend que sa mère est mourante. Clara Hitler souffre d'un cancer du sein. À l'époque, le docteur Bloch, un médecin juif, est en charge de la soigner. Il est terrassé. Autant il a détesté son père, autant il adore sa mère. Et par conséquent, cette maladie de sa mère le marque au fer rouge. C'est dans cette maison du centre-ville de Linz qu'Adolf Hitler passera ses journées au chevet de sa mère. Cette maison, Harald Sandner l'a retrouvée après des années de recherche. C'est la première fois que son propriétaire la présente à des médias étrangers. Nous nous trouvons ici dans la chambre à coucher de Clara Hitler. Son lit était quelque part par ici. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'une fois sa mère alitée, Hitler aurait mis son lit à côté d'elle, pour être présent toutes les nuits, en cas de besoin, et pour pouvoir la soigner. Mais Clara Hitler décède dans cette pièce le 21 décembre 1907, à 2 h du matin. Adolf Hitler la dessinera une dernière fois sur son lit de mort. Sa mère était tout pour lui. On peut dire que sa mère est la seule femme qu'il ait aimée d'un amour profond. Il a porté jusqu'à la fin de sa vie une photo d'elle dans son portefeuille. Le jour des funérailles, le jeune Hitler remerciera chaleureusement le docteur Bloch pour son aide et lui promettra une reconnaissance éternelle. Alors que sa politique antisémite occasionnera la mort de millions de juifs, il tiendra promesse quelques années plus tard. Une fois fureur, Adolf Hitler lui laissera la vie sauve et lui permettra de s'exiler aux États-Unis. Il a employé une expression qu'évidemment il n'a jamais employée pour aucun autre, Edeljude, ce qui veut dire un juif noble. Il l'extrait de la catégorie des autres juifs. Adolf Hitler est anéanti par la perte de sa mère. De retour à Vienne, il habite dans cet immeuble situé au 31 de la rue Stumbergasse. Un lieu inédit, redécouvert par Harald Sandner, alors que de nombreux documentaires montrent systématiquement cette maison mitoyenne de couleur jaune comme ayant été son lieu de résidence. Une information fausse, sans cesse véhiculée sous le Troisième Reich, et reprise depuis par les médias, sans aucune vérification. Je suppose qu'à l'époque, on montrait simplement une plus belle maison, celle d'à côté. Parce qu'on ne voulait pas montrer au peuple qu'Hitler, en réalité, vivait dans une maison minable. À l'époque, le jeune Hitler vit de sa pension d'orphelin léguée par sa mère et sombre progressivement dans la dépression. Il vit comme un bohémien. Il ne travaille pas, il ne suit aucune formation, il n'étudie rien. C'est un garçon qui se lève très tard, rarement avant midi. Cela définira son quotidien, même quand il sera chancelier. Hitler puise dans ses économies jusqu'à l'été 1909, où il n'a plus les moyens de payer son loyer, et il se retrouve à la rue. Certains soirs, il dort sur des bancs publics avant de se réfugier l'hiver venu dans des asiles de nuit. Le jour, il fait la queue devant ce couvent où les sœurs tiennent une soupe populaire. À 20 ans, Adolf Hitler est un sans domicile fixe.
Il n'a rien, il n'est personne, il n'a pas d'avenir. Dès 1910, il s'installe dans ce foyer pour hommes, aujourd'hui transformé en maison de retraite ultramoderne. Pour vivre, il peint des tableaux à partir de cartes postales qu'il vend aux touristes. Cette vie de marginal va durer de nombreuses années. Mais pour Adolf Hitler, rien de tout cela n'est de sa faute. Il rumine sa rage contre les élites, les seuls responsables de sa situation. Ces élites qui sont bornées, elles n'ont pas compris le génie qui habite le jeune Adolphe. Parce que c'est un point qu'on découvre ici et qui va être un trait de sa personnalité, c'est quelqu'un qui ne se remet jamais en question. Ses ennemis parmi les élites autrichiennes, Adolf Hitler les aurait clairement identifiés, les Juifs. À l'époque, ils occupent des positions importantes dans la vie économique et culturelle de Vienne. En 1913, c'est l'une des villes européennes où l'antisémitisme est le plus virulent. Hitler a de bonnes raisons de prétendre que son antisémitisme s'est développé à Vienne. Vienne a une importante population juive à l'époque. Près de 10% de la population de la ville était juive. Hitler affirme dans Mein Kampf que son antisémitisme est d'ailleurs né à cette époque. Mais aujourd'hui, les historiens remettent en cause certaines affirmations de son autobiographie. Cela signifie qu'il ment bien entendu sur sa vie d'avant. Il ment sur le fait qu'au fond, il n'a pas de formation, sur le fait qu'il n'a jamais vraiment travaillé. Et ça, personne ne le savait. Mein Kampf est un document de propagande, c'est une fiction autobiographique pour créer le mythe d'Adolf Hitler. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Hitler est de nationalité autrichienne, mais il se porte volontaire aux côtés de l'armée allemande. Hitler se considère comme un Autrichien et un Allemand. Il pense qu'il doit y avoir des États nationaux et que tous les Allemands devraient vivre sous le même toit. Il voit dans ce conflit l'occasion de changer son destin minable. Lors d'un grand rassemblement patriotique sur l'Odeonplatz, une place historique à Munich, Hitler ne cache pas son enthousiasme, comme le montre cette image. Sur cette photo, il a un visage débordant d'enthousiasme et presque en transe. Cette guerre, c'est au fond le moyen d'accéder à une sorte d'identité. Dès le 17 mars 1915, son régiment combat dans les tranchées près de Fromelles, un petit village du nord de la France. Depuis un an, Adolf Hitler est estafette dans le 16e régiment de l'infanterie bavaroise. C'est depuis ce bunker précisément qu'il assure la liaison entre les bataillons du front et le quartier général en leur délivrant des messages. C'est un lieu inédit que nous avons retrouvé au cours de nos recherches. Le rôle d'Adolf Hitler est certes peu glorieux, mais indispensable et plutôt dangereux. Hitler est de manière objective un très bon soldat. Il obéit consciemment aux ordres. Ses supérieurs savent qu'ils peuvent toujours compter sur lui. Le reste du temps, Adolf Hitler réside en partie dans cette maison de Fournan-Wep, un village situé à quelques kilomètres du front. En tout, il restera près d'un an et demi sur le sol français. Hitler se trouve tout d'un coup embrigadé, enrégimenté, encadré, sans avoir à se faire de soucis ni sur sa solde, ni sur la nourriture. Et il trouve un milieu, le milieu militaire, dans lequel il se sent heureux, sa vie prend un sens. Le voici entouré de ses camarades. Le visage amaigri avec une longue moustache, Hitler est méconnaissable. Ses compagnons de route représentent sa nouvelle famille. Il n'avait plus personne à ses côtés. Et là, maintenant, il a des camarades avec qui il s'entend bien. Ils le décrivent comme un jeune homme peu sociable, au tempérament solitaire, mais tous reconnaissent sa bravoure et sa détermination. En décembre 1914, il est nommé caporal et obtient une croix de fer classe 2, une première reconnaissance qu'il portera sur lui jusqu'à la fin de sa vie.
Sa croix de fer en 1914, c'est tout simplement la première distinction sociale qu'il reçoit. Donc c'est extrêmement important pour un garçon de 25 ans qui jusqu'ici n'a rien réussi véritablement. Hitler en est incroyablement fier. Avec la défaite de l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale, l'univers du jeune soldat s'écroule. Il va tout faire pour rester dans l'armée et n'a aucune envie de la quitter. Il décide de rester soldat, car il n'a pas de toit et il a besoin d'un revenu, d'une solde. Nous sommes en février 1919. Munich est désormais aux mains de l'extrême gauche révolutionnaire. L'armée a peur que ces mouvements bolcheviques contaminent ses soldats. C'est dans ce contexte que Karl Mehr, le chef du service des renseignements, recrute de toute urgence des agents de propagande chargés de porter la bonne parole dans ses troupes. Hitler lui apparaît comme le porte-parole idéal. Hitler est connu pendant la Première Guerre mondiale pour avoir tenu de longs monologues devant ses camarades. C'est un homme incapable de dialogue, mais c'est un homme qui parle, qui est atteint d'une véritable logorée. Et c'est à ce titre-là qu'on pense qu'il est capable de maintenir le moral politique des troupes ou de les ramener dans le chemin du nationalisme. Adolf Hitler est alors affecté au premier cours de formation pour instructeurs anti-bolcheviques dispensés à l'université de Munich. Ces cours d'économie enseignés par un certain Gottfried Feder vont particulièrement l'intéresser. Ils sont basés sur un antisémitisme virulent et exerceront une puissante influence sur lui. Tout ça va aider Hitler à structurer sa propre doctrine, qui est beaucoup plus radicale et carrée que celle de Feder. En août 1919, sa haine des Juifs devient obsessionnelle et il va l'exprimer par écrit dans une lettre de 4 pages dactylographiée envoyée à un soldat. Cette lettre, la voici, nous nous la sommes procurée aux États-Unis. C'est le premier texte antisémite d'Adolf Hitler, dans lequel il y a presque tout de la future doctrine nazie. Il y donne son avis sur la question juive. C'est le parasite qui suce le sang de tous les peuples de la Terre, en n'ayant aucune capacité de vivre par ses propres moyens, en travaillant comme tout le monde. C'est le parasite avec un grand P. À la fin de la lettre, Hitler est pour le moins explicite. L'objectif final, le but à atteindre, doit être l'éloignement de tous les Juifs. C'est la première fois qu'effectivement Adolf Hitler révèle ce qui est ensuite le moteur de son action antisémite, à savoir l'idée selon laquelle c'est l'État qui doit organiser l'antisémitisme et débarrasser définitivement le territoire allemand, la société allemande, des concitoyens d'ascendance juive qui y vivent. Son antisémitisme devient alors l'élément central de sa pensée. Adolf Hitler n'est qu'un simple officier de l'armée, et pourtant l'année 1919 va marquer un tournant dans son parcours. Nous sommes en septembre 1919, dans une brasserie munichoise. Adolf Hitler y rencontre Anton Drexler, le chef du parti ouvrier allemand, le DAP, un petit parti d'extrême droite de Bavière, à la fois ultranationaliste et antisémite. Le parti appelle à l'unification de tous les Allemands dans un seul et même État. Il s'engage même pour la dénaturalisation des citoyens juifs d'Allemagne. Cette rencontre est décisive. Quelques jours plus tard, Adolf Hitler décide d'adhérer au parti. Karl Mehr, son bienfaiteur au sein de l'armée, l'incite à prendre une carte de membre. À cette fin, il lui alloue même des fonds secrets pour devenir propagandiste à temps plein. La carrière politique d'Adolf Hitler est désormais lancée. Le 16 octobre 1919, il tient son premier discours devant les membres du DAP dans cette brasserie du centre de Munich, la Hofbräukeller. Ce soir-là, il prend la parole devant une centaine de personnes. Ses talents d'orateur fascinent son auditoire
sa prestation est acclamée. Quand on dit fasciné, c'est pas une formule en l'air, c'est vraiment une sorte d'envoûtement. Il reçoit de la reconnaissance, et pour lui, c'est très positif. Il prend ainsi confiance en lui. Ce discours marque le début d'une longue série de succès, le point de départ de son ascension politique. Très vite, Adolf Hitler devient le porte-parole vedette du DAP, renommé plus tard le NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Face à une telle popularité, Adolf Hitler se met à travailler ses discours comme un acteur professionnel. Il les prépare dans les moindres détails. Sa force est avant tout d'être un orateur talentueux, très enthousiaste. Contrairement aux hommes politiques actuels, il écrivait tous ses discours. Il travaille l'intonation de sa voix, il travaille la gestuelle, il travaille le rythme du discours. 2 ans plus tard, un soir de février 1921 à Munich, le Circus Krone, l'une des plus grandes salles de spectacle de la ville, est pleine à craquer. Près de 6000 personnes sont venues écouter et acclamer Adolf Hitler. Son discours est certes radical, mais les militants sont séduits et se reconnaissent dans ses propos. C'est celui qui réussit à exprimer ce que beaucoup n'osent pas dire. Qu'il faut se débarrasser du traité de Versailles, que la démocratie n'est pas le régime politique qui convient à l'Allemagne et que les Juifs sont responsables de tout cela. Ce sont des choses que les gens aiment entendre à l'époque parce que l'Allemagne va très mal économiquement. Ces discours permettent de multiplier sans cesse le nombre des adhérents du parti. Fin 1919, ils sont 200 adhérents, puis 3300 en août 1921, pour atteindre finalement 55 000 membres fin 1923. Cette popularité est une consécration pour Adolf Hitler. En 1921, l'ancien sans domicile fixe devient le chef du parti nazi. Son ambition est désormais immense, celle de devenir le leader de toute une nation. Dans les années 1920, Adolf Hitler loge dans cet appartement situé rue Tierstrasse à Munich. Un lieu en apparence anodin mais en réalité hautement symbolique, celui de son ascension politique. Cet appartement, nous l'avons retrouvé dans le centre de Munich. Sa propriétaire a accepté de nous ouvrir ses portes. C'est la première fois qu'elle accepte de témoigner. Les voisins m'ont raconté qu'ils avaient peur quand ils ouvraient la porte. Ils ne voulaient jamais passer devant lui parce qu'ils avaient peur qu'il soit victime d'un attentat. Coïncidence tragique ou ironie du sort, le propriétaire de son immeuble est juif. Il s'appelle Hugo Erlanger. Il possède un magasin de vêtements d'hommes au rez-de-chaussée. Il aurait dit qu'il croisait Hitler dans les escaliers et qu'il était très gentil avec lui. Les deux hommes se côtoient régulièrement, mais il est loin de se douter qu'il sera l'une des nombreuses victimes de la politique antisémite d'Adolf Hitler 13 ans plus tard. Un mois après sa nomination en tant que chancelier, son immeuble sera vendu de force. En 1938, Hugo Erlanger sera envoyé pendant 1 mois dans le camp de concentration de Dachau. Mais il fera figure d'exception et s'en sortira sain et sauf. Il a survécu à la Seconde Guerre mondiale, mais il a eu beaucoup de mal à récupérer son immeuble. Il y est finalement parvenu en 1949. En 1922, Adolf Hitler connaît une ascension politique fulgurante. Il multiplie les rassemblements dans les brasseries, des réunions qui ne sont pas sans risque. Le parti décide de recruter une protection de salle de 300 gros bras pour éviter les bagarres. L'un de leurs dirigeants s'appelle Ernst Röhm. Cette organisation paramilitaire baptisée SA pour section d'assaut est principalement composée d'anciens militaires. Plus tard, les SA s'en prendront également à des opposants politiques
et se livreront à des combats de rue. On peut dire que c'était une sorte de groupe de bagarreurs. Ce sont ces hommes qui vont aider Hitler à essayer de prendre le pouvoir quelques années plus tard. Plus une semaine ne se passe sans que l'on ne parle du parti nazi. La presse relaie ces débordements. Hitler décide alors de se hisser au sommet par la violence et commet un putsch. Il est très inspiré par la marche sur Rome de Mussolini. Et dans le contexte de misère, dans le contexte d'hyperinflation, il se dit que le moment est mûr pour prendre le pouvoir à Munich. Le 8 novembre 1923, le leader nazi prend en otage une partie du gouvernement bavarois en réunion dans une brasserie de Munich. Il est confiant et peut compter sur le soutien de ses 2000 SA pour s'emparer du pouvoir par la force. Hitler arrive là-dedans, tire un coup de pistolet au plafond pour faire taire la foule et dit la révolution allemande a commencé. Et à ce moment-là, il y a des négociations entre Hitler et les trois principaux personnages en question qui tiennent tous les leviers de commande de la Bavière, et on se met d'accord, on marche sur Berlin. Le putsch est apparemment bien parti, mais ses initiateurs, Hitler et le général Ludendorff, sont lâchés dans la nuit par les autorités bavaroises. Dès le lendemain matin, les deux hommes organisent une marche de protestation sur la Feldherrnhalle. Mais la population n'est pas au rendez-vous et Hitler sous-estime les forces de l'ordre. Cette manifestation se heurte à un barrage de police et des coups de feu partent. Finalement, la police ouvre le feu très largement sur la tête du cortège qui est littéralement décimé. Son garde du corps se jette devant lui et reçoit 11 balles. Hitler serait certainement mort ce jour-là sans cette intervention. Il s'en sort avec une simple blessure à l'épaule gauche. Adolf Hitler est un miraculé. Durant toute sa vie, le dictateur réchappera près de 11 fois à la mort dans des attentats perpétrés contre lui. Le dernier aura lieu pendant la guerre le 20 juillet 1944 dans son quartier général de Pologne. Encore une fois, Adolf Hitler s'en sortira indemne. Et pour lui, une seule explication est plausible. Il est persuadé qu'il est protégé par Dieu. À chaque attentat auquel il survit, il est conforté dans sa conviction. Après l'échec du putsch, Adolf Hitler prend la fuite en voiture. Il se rend à Ufing am Staffelsee, une ville située à 1 heure de Munich. Une fois sur place, il cache la voiture dans cette forêt et continue son chemin à pied. Il arrive vers 19 h et part se réfugier dans la maison du couple Anstangl. C'est l'une des plus importantes découvertes d'Harald Sandner. Ici, Hitler s'imagine en sécurité car la frontière autrichienne n'est pas très loin. Mais il se trompe et ne s'attend pas à être retrouvé 2 jours plus tard par la police. La police arrive devant le bâtiment le 11 novembre 1923. Hitler sait que c'est la fin et dit « C'est la fin. Me laisser arrêter par ces cochons, jamais. Plutôt être mort. » Il prend son pistolet et tente de se suicider. Mais Helen Abstangl lui enlève le pistolet de sa main et empêche ainsi sa mort. C'est en pyjama revêtu d'un peignoir bleu que la police finira par l'arrêter le 11 novembre 1923. Hitler pense que c'est la fin de son leadership, la fin du parti nazi. En avril 1924, il est jugé avec Ernst Röhm et le général Ludendorff devant la cour de Munich pour haute trahison. Le chef du parti nazi utilise le procès pour retourner sa défaite en victoire. Il se présente en sauveur de la patrie. Hitler est toujours galvanisé par les auditoires. Et il se trouve en plus devant des juges dont il comprend vite que certains ne sont pas antipathiques à sa cause et que tous servent la République à contre-cœur.
Durant le procès, la presse relaie ses interventions. Hitler s'en sert comme un outil de propagande, un plan qui réussit à la perfection. Très vite, il devient la vedette du procès. Finalement, Adolf Hitler sera condamné à 5 ans d'emprisonnement à la prison de Landsberg. Sa prestation lui permet de devenir célèbre dans toute l'Allemagne. C'est ici, dans cette prison, qu'Adolf Hitler entame sa captivité dans des conditions très acceptables. C'est une prison 5 étoiles, ce Landsberg. Le chef du parti nazi reçoit des cadeaux de toute l'Allemagne. Il est appelé le prisonnier d'honneur. C'est un homme respecté qui peut accueillir des visiteurs quand bon lui semble. À l'époque, la Bavière est très orientée à droite. De ce fait, le gouvernement se montre plutôt complaisant à son égard. Un détenu communiste n'aurait pas eu droit aux mêmes conditions de détention. Ça aurait été beaucoup plus dur. Une fois en prison, Adolf Hitler a du temps. Il décide de le mettre à profit pour synthétiser ses idées en programme politique. À l'aide de son compagnon de détention Rudolf Hess, qui sera plus tard le futur commandant d'Auschwitz, il écrit « Mein Kampf, mon combat », une sorte d'autobiographie largement romancée dans laquelle il se présente en héros. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour continuer à s'exprimer librement depuis sa cellule. Dans son livre, Adolf Hitler développe ses thèses ultranationalistes en insistant sur la supériorité d'une race allemande pure. Selon lui, les Juifs sont des sous-hommes qu'il faut éliminer. Dans Mein Kampf, les Juifs sont des parasites, des bacilles, de la vermine. Ils sont totalement inutiles à la surface de la Terre. Ils sont également nuisibles. L'antisémitisme n'est pas nouveau en Allemagne et en Autriche, mais il atteint ici son paroxysme avec Adolf Hitler. Dans Mein Kampf, Adolf Hitler utilise le mot « éradiquer » pour évoquer le destin qu'il souhaite pour les Juifs. Ceci est très clairement exprimé en allemand. Le mot utilisé signifie « détruire »,« tuer ». La primauté de la race aryenne va alors lui permettre de déterminer sa politique extérieure. L'Allemagne doit d'abord réunir tous les pays où se trouve une population allemande. Ensuite, c'est en Russie qu'elle doit s'étendre après avoir détruit l'armée française. La Seconde Guerre mondiale semble déjà écrite dans ces quelques lignes. Le livre est une sorte de mise en garde. Si les Allemands ne prennent aucune mesure, la nation allemande disparaîtra. Désormais, Adolf Hitler n'est plus le même. Son attitude change. Une fois sorti de prison, il est convaincu d'être le sauveur de la nation. Nous sommes le 20 décembre 1924. Adolf Hitler sort de prison après seulement 13 mois de détention. Regonflé à bloc, il décide de repartir à l'assaut de l'Allemagne, mais cette fois-ci, il compte bien gagner de manière démocratique. C'est pour lui complètement évident qu'il utilise la démocratie uniquement comme un moyen pour arriver à ses fins, pour ensuite finalement la supprimer. Le 5 octobre 1929, Adolf Hitler quitte son logement de la rue Tierstrasse pour emménager dans ce luxueux appartement de Prinzregentenplatz à Munich. Après avoir habité dans un appartement de 12 mètres carrés, puis de 50 mètres carrés à Munich, il réside désormais dans ce 9 pièces de 400 mètres carrés, transformé aujourd'hui en commissariat de police. Une ascension qui n'aurait jamais été possible sans le soutien des grandes fortunes allemandes. Hitler peut se permettre d'acheter l'appartement grâce aux dons de plus en plus importants de ses partisans et d'autres personnalités. Et il touche maintenant aussi, bien entendu, les recettes de son livre, Mein Kampf. Grâce à ses soutiens financiers, il dispose désormais de fonds considérables pour organiser une campagne électorale colossale. C'est une première en Allemagne. Le chef du parti nazi ne se déplace qu'en avion, ce qui lui permet de réaliser jusqu'à 4 meetings par jour.
Hitler devient un acteur politique incontournable de la scène médiatique allemande. Hitler est un homme politique qui utilise pour la première fois délibérément les médias. Il enregistre des discours sur des disques pour les vendre. Il est également le seul politique qui exige des droits d'entrée pour venir écouter ses discours. Et avec ça, il finance son parti. Durant ses discours, Adolf Hitler multiplie les promesses à ses électeurs avec des slogans grandiloquents. Nous allons rendre l'Allemagne encore plus grande. Nous allons remettre les Allemands au travail alors qu'il y a 37% de chômeurs. Nous allons réviser le traité de Versailles. Il annonce clairement la suppression des 32 autres partis allemands, mais cette mesure ne semble pas choquer l'opinion allemande. Alors qu'il culminait à 3% des voix à la fin des années 1920, il passe peu à peu à 20% des suffrages en 1930, puis devient le premier parti représenté au Parlement le 31 juillet 1932. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans la crise de 1929. Près de 7 millions d'Allemands connaissent alors le chômage. Le pays est également fortement appauvri par les dettes de la Première Guerre mondiale que l'Allemagne peine à rembourser. L'aigreur des Allemands vis-à-vis de la défaite est facile à réactiver. Mon père m'a dit qu'il avait voté Hitler car la misère était trop grande. Et puis arriva ce parti qui promettait du pain et du travail. Alors il a adhéré à ce groupe. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler atteint son objectif. Il est nommé chancelier. Le petit agitateur de Bavière devient l'homme le plus puissant d'Allemagne. Son seul obstacle reste le président du Reich, Paul von Hindenburg. Dès son arrivée au pouvoir, Adolf Hitler met en place une véritable dictature. Tout commence le 28 février 1933 avec l'incendie criminel du Reichstag, le Parlement allemand. Un incendie dont les modalités sont encore méconnues aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que Hitler et les nazis en tirent prétexte immédiatement. Pour eux, c'est un complot communiste, donc il faut en profiter pour abattre les communistes. Non seulement on arrête les communistes, mais on fait signer à Hindenburg un décret suspendant toutes les libertés en disant que c'est provisoire. Et ce décret va être reconduit sous une forme ou sous une autre jusqu'au 8 mai 1945. Mais Hitler ne s'arrête pas là. Il démantèle les institutions de la République. La presse est censurée. Et dans la foulée, il fait voter la loi des pleins pouvoirs le 24 mars 1933. Une loi selon laquelle le gouvernement peut légiférer pendant 4 ans sans passer par le Parlement. À partir de là, on est passé dans un régime qui est totalitaire. Dans les mois qui suivent, tous les autres partis sont dissous ou obligés de se faire harakiri, sauf le parti nazi, évidemment. Au même moment, le premier camp de concentration ouvre ses portes à Dachau. On y enferme tous les opposants politiques au régime. Une fois installé au pouvoir, Adolf Hitler n'a qu'une seule idée en tête, faire de l'Allemagne la plus grande nation de tous les temps. Il transforme le pays en un immense chantier et fait construire des lignes de chemin de fer et des autoroutes. Il s'agit d'abord de faire redémarrer l'économie, d'occuper les chômeurs, et puis de montrer que le nazisme est loin d'être un régime médiéval, mais qu'il incarne la modernité, le génie technique de l'Allemagne. Ces travaux sont en fait essentiellement conçus à des fins militaires. La construction d'autoroutes doit faciliter le déplacement de l'armée et de ses chars dans tout le pays. Car le principal objectif du dictateur, c'est bel et bien de faire la guerre. Quand Hitler arrive au pouvoir, il projette immédiatement d'entrer en guerre.
Il demande aux généraux de l'armée leur soutien pour une nouvelle guerre européenne. Mais pour y parvenir, il doit se débarrasser des SA, ces sections d'assaut qui tentent à former un État dans l'État et prônent une révolution permanente. L'ambition de la SA, c'est, à terme, de constituer les cadres de la nouvelle armée allemande. Il voudrait avoir plus de place dans le corps militaire. Évidemment, le vieux corps militaire n'est pas très disposé à faire de la place à ses parvenus prolétaires. Le Führer décide alors de sacrifier les SA, car sans le soutien de l'armée, il verrait son projet de guerre voler en éclats. Nous sommes dans la commune de Bad Wiese, le 30 juin 1934. C'est ici, dans cet hôtel, qu'Adolf Hitler convie une centaine de chefs SA. Tous pensent venir assister à une conférence et se reposer quelques jours. Mais la réalité est tout autre. Le plan d'Hitler est machiavélique. Ici, Hitler a conçu un piège pour les chefs SA dans lequel ils sont tous tombés. Adolf Hitler veut tous les faire éliminer dans les jours qui viennent. Sur place, il décide de se charger personnellement d'Ernst Röhm, le chef des SA, l'un de ses plus proches amis, l'un des rares à le tutoyer. Il est 6h45 au petit matin lorsqu'Hitler monte ses marches. Il a son pistolet dans la main et il se dirige vers la porte d'Ernst Röhm. Il ouvre la porte, il le menace avec son arme et lui dit « Röhm, tu es arrêté ». Ernst Röhm est arrêté sur le champ par la garde personnelle d'Hitler, ainsi que tous les dirigeants SA présents à l'étage de cet hôtel. Les arrestations sont certes musclées, mais Hitler avait tout prévu en cas de débordement. Je me rappelle que mon père m'a raconté que le menuisier du village de l'époque a dû visser toutes les tables et les bancs au sol pour qu'ils ne puissent pas être utilisés comme projectiles. On pensait vraiment que ça allait finir en affrontement. Dans les jours qui suivent, l'ensemble des chefs SA sera froidement assassiné à Munich et à Berlin. Ernst Röhm sera exécuté dans sa cellule le 2 juillet 1934. Ces images sont certainement les dernières de l'hôtel Hanselbauer. Celui-ci sera détruit dans les prochains mois en emportant avec lui l'histoire sanglante de la nuit des longs couteaux. Après s'être débarrassé des SA, le dictateur aura complètement les mains libres pour diriger le pays un mois plus tard, avec la mort du président du Reich, Paul von Hindenburg. Le seul qui avait les pouvoirs de le destituer. Hitler s'attribue les fonctions de président, ce qui lui permet de cumuler tous les pouvoirs et donc de devenir chef des armées. Désormais, son principal objectif est de réarmer l'Allemagne pour déclencher une nouvelle guerre. Depuis la défaite de 1918, le dictateur rêve de revanche. Adolf Hitler est obsédé par la guerre. C'est le fondement de son programme politique et c'est même une valeur en soi. Pour lui, l'Allemand va pouvoir connaître le bonheur grâce à ses succès militaires. Mais Adolf Hitler cache au monde entier son intention de faire la guerre. Le 28 septembre 1935, le musée allemand de la marine prétend que le dictateur visite un sous-marin ce jour-là. Or, nous savons aujourd'hui que cette photo a été prise un mois plus tôt. Ce 28 septembre, le dictateur est en réalité dans l'entreprise Krupp, située dans la région de la Ruhr. Une entreprise qui fabrique de l'acier, mais surtout des armes. Hitler s'y rendra plusieurs fois dans le plus grand des secrets, car le traité de Versailles lui interdit formellement de réarmer le pays. Un exemple parmi tant d'autres qui démontre la volonté du Führer de dissimuler ses moindres faits et gestes. Un an plus tard, le dictateur décide de lancer les hostilités.
La première étape décisive commence le 7 mars 1936. Il envoie ses soldats en Rhénanie, une région allemande démilitarisée depuis la défaite de 1918. Il prend là un risque considérable. En faisant cela, il se met en faute par rapport au traité de Versailles et qu'il est donc menacé éventuellement d'une intervention militaire des signataires du traité de Versailles. Mais ni la France, ni la Grande-Bretagne ne réagissent. Un premier triomphe pour le Führer que rien ne semble pouvoir détourner de ses objectifs. Les partisans d'Hitler sont ravis et accueillent cela dans une hystérie collective. Il a repris le contrôle du pays et de ses frontières. Le 12 mars 1938, c'est la consécration pour Adolf Hitler avec l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Son rêve devient alors réalité, celui de réunir tous les pays de langue allemande. En 1938, dans son nid d'aigle de la province bavaroise, le dictateur dresse déjà des plans pour la suite de ses conquêtes. Après l'Autriche, il compte bien jeter son dévolu sur la Tchécoslovaquie. Adolf Hitler rêve de guerre pour le combat en lui-même. D'ailleurs, lorsqu'il intitule son livre « Mein Kampf, mon combat », ça montre bien à quel point le combat est quelque chose d'inhérent à sa personnalité. Hitler a toujours programmé la mort de centaines de milliers, voire de millions de gens. Hitler n'est même pas touché par la mort des Allemands. Ils font partie de l'histoire. Le 1er septembre 1939, en attaquant la Pologne, il plongera le monde dans le plus grand conflit armé de l'histoire, la période la plus sombre de l'humanité. Précédemment, dans Adolf Hitler, l'itinéraire. On ne peut pas s'imaginer qu'un si petit bébé devienne un tel meurtrier de masse. Hitler est de manière objective un très bon soldat. Ses supérieurs savent qu'ils peuvent toujours compter sur lui. Sa force est avant tout d'être un orateur talentueux, très enthousiaste. Contrairement aux hommes politiques actuels, il écrivait tous ses discours. Berlin, 30 janvier 1933. Adolf Hitler devient l'homme le plus puissant d'Allemagne. Un dictateur qui plongera le peuple allemand et le monde dans le conflit le plus meurtrier du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale. Hitler enchaîne les victoires depuis la prise du pouvoir, qui en soi-même est une victoire et sur les Allemands et sur la planète. Hitler est le seul qui veut réellement cette guerre. Ni Göring, ni Goebbels, ni les généraux ne veulent la guerre. Adolf Hitler est persuadé qu'il est habité par un génie militaire hors norme. Mais comment cet homme sans aucune formation militaire parviendra-t-il à conquérir l'Europe? Pourquoi Adolf Hitler est-il considéré comme le plus grand chef de guerre de tous les temps? Comment cet ancien sans domicile fixe deviendra-t-il l'architecte de la solution finale? Un homme passionné d'histoire a traversé le monde pour établir la chronologie la plus exhaustive à ce jour. Harald Sandner a passé plus de 20 ans à décortiquer heure par heure la vie d'Adolf Hitler. Où était-il? D'où menait-il la guerre? Quels sont les lieux témoins de ses plus grandes décisions? Là où se trouvait Hitler, se trouvait le pouvoir, peu importe le lieu. C'est le symbole d'une dictature absolue. Plus de 70 ans après la mort d'Adolf Hitler, Harald Sandner a même découvert de nombreuses inexactitudes, y compris dans les publications les plus sérieuses. Il existe environ 80 biographies sur Hitler, mais malgré tout, il y a toujours des erreurs sur les informations données. De la France à l'Autriche, en passant par l'Allemagne et la Belgique, nous sommes partis sur les dernières traces laissées par le dictateur pour comprendre le parcours d'un chef de guerre, l'itinéraire d'Adolf Hitler.
Berlin, 30 avril 1945. Adolf Hitler décide de mettre fin à ses jours. Il vient d'apprendre que les Russes approchent à grands pas de la chancellerie du Reich. Ses troupes ne pourront pas les retenir plus de 24 heures. Hitler sait qu'il a perdu la guerre. Il pense que la vie n'a plus de sens après l'échec de la guerre. Il ne voulait pas de procès. Il ne voulait pas être humilié. Vers midi, le dictateur prend congé de ses plus proches collaborateurs. Puis c'est dans cette pièce, dans son bureau du Führerbunker, qu'il se retire avec sa femme, Eva Hitler. Il est 15h30 lorsque le couple se donne la mort. Eva avale du poison pendant qu'Hitler décide de se suicider par deux moyens. Il mord une capsule de poison et se tire une balle en même temps. Son médecin le lui avait conseillé pour être certain de mourir. Le décès du dictateur engendre presque immédiatement la fin des hostilités. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945, 8 jours après le suicide d'un homme qui a conduit le monde et l'Europe dans un cataclysme sans précédent. C'est un grand soulagement. Le nazisme meurt avec lui, comme il était né avec lui. Le suicide d'Hitler signifiait pour les Juifs la fin de leur persécution et de leur souffrance. Mais comment de telles atrocités ont-elles pu avoir lieu pendant de si longues années? La Seconde Guerre mondiale aurait-elle pu être évitée? Pour comprendre son origine, il faut revenir quelques années en arrière, lorsqu'Adolf Hitler prétendait vouloir la paix. Nous sommes le 29 septembre 1938. C'est dans ce bâtiment du centre de Munich que le dictateur allemand Adolf Hitler reçoit les hommes d'État Benito Mussolini, le français Édouard Daladier, ainsi que le britannique Neville Chamberlain. Au niveau international, cette rencontre est décisive. Après avoir rattaché l'Autriche au Reich allemand en 1938, Hitler réclame une nouvelle annexion, celle des Sudètes, la partie nord-ouest de la Tchécoslovaquie. Il la veut envers et contre tout. Hitler veut récupérer tous les territoires où il y a des germanophones. Son idée, c'est que partout où on parle la langue allemande, c'est un territoire de l'Empire allemand. C'est ici, au premier étage, que les négociations auront lieu dans la nuit du 29 au 30 septembre 1938. Nous sommes retournés sur les traces de ce lieu historique en compagnie de l'historien Harald Sandner. Il est 1h50 du matin lorsque le dictateur obtient satisfaction. Nous nous trouvons ici dans le bureau personnel d'Hitler au Führerbau à Munich. C'est ici exactement que se trouvait la table où ont été signés ce que l'on appelle les accords de Munich. Par ce traité, la Tchécoslovaquie est sacrifiée. En contrepartie, le dictateur doit s'engager à ne pas envahir le reste du pays. Dans les jours qui suivent, près de 3,5 millions de Tchèques seront rattachés à l'État allemand. La Tchécoslovaquie n'a pas été consultée et n'était même pas présente. En abandonnant les Sudètes, la France et la Grande-Bretagne pensent avoir évité le pire, car tous rejettent l'idée d'une nouvelle guerre. Chamberlain rentre à Londres et lève la main à l'aéroport. Il dit « J'ai négocié avec Hitler et maintenant, la paix va régner ». Il pense sincèrement qu'à partir de là, il y aura la paix dans les années à venir. Mais il est loin de se douter des réelles intentions du Führer. Si pour ses généraux, remporter une telle victoire sans aucune violence est une marque de génie, Hitler, lui, a des ambitions beaucoup plus importantes. Adolf Hitler aurait dit que les Anglais et les Français à Munich l'ont privé de la guerre qu'il souhaitait déjà entamer dès septembre 1938. Cela montre qu'il est le seul à savoir qu'il va faire la guerre. 2 jours plus tard, les troupes allemandes défileront dans les Sudètes sans rencontrer aucune résistance. C'est la guerre des fleurs. C'est ainsi que cette annexion sera nommée. Un nouveau succès pour le Führer, dont la popularité est au sommet. Jusque-là, il fait un sans faute. Il fait absolument ce qu'il veut. Il gouverne les gouvernants étrangers.
En attendant de vaincre la France et de conquérir l'Est de l'Europe, c'est sur son propre territoire qu'Adolf Hitler sème la terreur. Il mène là une autre guerre, celle de l'exclusion progressive des Juifs d'Allemagne. Lors de la nuit de cristal du 9 au 10 novembre 1938, des milliers de synagogues et de magasins juifs sont saccagés et détruits. Hitler veut pousser les Juifs à émigrer. Certains seront enlevés, puis assassinés. 30 000 hommes juifs sont jetés dans des camps de concentration. Ceux qui promettent de quitter le pays peuvent être libérés. Hitler considérait les Juifs comme des êtres nuisibles. Cette nuit-là, l'Allemagne nazie franchit une étape cruciale dans sa politique antisémite. Dans un discours du 30 janvier 1939 devant le Reichstag, Adolf Hitler annonce l'extermination des Juifs d'Europe en cas de nouvelle guerre mondiale. Une sorte de prophétie morbide qui n'engendrera aucune réaction de la part du peuple allemand. Le 30 janvier 1939 est un projet génocidaire, même si, avec beaucoup d'indulgence, on peut penser que c'est simplement un projet d'expulsion. Avec ce discours, les premières pierres de l'Holocauste sont posées. L'Allemagne change de visage. Ses plus grandes décisions, Adolf Hitler les prend depuis l'Obersalzberg, son refuge dans les Alpes bavaroises. Le Berghof est devenu, après quelques années seulement, la résidence secondaire du dictateur. C'est ici, dans ces montagnes, qu'Adolf Hitler prépare la guerre. Hitler a passé près d'un quart de son règne à l'Obersalzberg. Cette maison, Adolf Hitler prétendra l'avoir louée dès 1928. En vérité, il le fera un an plus tôt. Les raisons sont purement fiscales. Il donnera même plus tard de fausses informations. Il dit qu'il passe très peu de temps à l'Obersalzberg, mais en réalité, il y séjournera beaucoup plus longtemps. Le Berghof est son lieu de résidence préféré. Une fois au pouvoir, il en fera la seconde chancellerie, après Berlin. Il choisit l'Obersalzberg comme siège du gouvernement, parce que ce lieu a une signification stratégique pour asseoir son pouvoir. Il peut s'y retirer pour être seul, mais il peut aussi y accueillir qui il veut, comme des personnalités importantes, car il s'en sert aussi pour mettre en scène sa politique extérieure. La mise en scène, le parti nazi la manie à la perfection. Ici, chaque jour, des milliers de visiteurs se rassemblent pour apercevoir le dictateur. Adolf Hitler leur consacre plusieurs heures de son temps. Il apparaît toujours détendu et souriant. Une grande opération de propagande. Le message de ces images d'Hitler en compagnie de ses visiteurs à l'Obersalzberg, c'est sa proximité avec le peuple. C'est le chancelier du peuple. C'est ainsi qu'on l'appelle. Que serait un chancelier du peuple sans peuple? Pourtant, depuis 6 ans, Adolf Hitler cache un secret aux Allemands. Sa maîtresse, âgée de 25 ans, elle s'appelle Eva Braun. Seuls ses amis les plus proches sont au courant de son existence. Il a cette idée qu'il ne doit pas être marié, pour sa mission politique. Il se présente comme un moine soldat, comme un prophète tout entier dans sa mission. Donc, être marié, ça n'irait pas. Avec une caméra que le dictateur lui a offerte, c'est elle qui filme ces images en couleur de leur vie privée. Eva Braun apparaît heureuse et épanouie. Mais en réalité, la jeune femme serait en souffrance. Elle aurait essayé de se donner la mort à 2 reprises. Ces tentatives de suicide doivent être considérées comme un appel à l'aide. C'est l'explication de son absence fréquente, même si on n'en est pas totalement certain à ce jour. Et même quand Hitler est avec elle, la distance entre eux est relativement grande. Depuis ces montagnes de l'Obersalzberg, Adolf Hitler est distant car il a d'autres préoccupations. Préparer la guerre. Après avoir envahi la Tchécoslovaquie et rompu les accords de Munich, il vient de sceller un pacte de non-agression avec Staline en cas d'invasion de la Pologne. Nous sommes en août 1939. C'est le dernier été paisible que connaîtront l'Europe et le monde avant de nombreuses années.
Le 1er septembre 1939, Adolf Hitler lance l'offensive de l'armée allemande en Pologne. 2500 blindés et 1300 avions soutiennent près d'1,5 million de soldats au sol. Le dictateur est déterminé, alors qu'une grande partie de son entourage s'oppose à cette intervention. En fait, Hitler est le seul qui veut réellement cette guerre. Ni Göring, ni Goebbels, ni les généraux ne veulent la guerre. Là où Hitler commet une erreur, c'est qu'il pense que même en envahissant la Pologne, les Britanniques et les Français ne réagiront pas. Pourtant, le 3 septembre 1939, Paris et Londres déclarent la guerre à l'Allemagne. Désormais, le conflit est mondial. Immédiatement après, le dictateur se rend sur le front à bord de son train personnel qu'il utilisera pendant toute la guerre. C'est depuis le camp d'entraînement de Grossborn, en Pologne, qu'il suit les opérations de près. Il est fasciné par les scènes de combat qui se déroulent sous ses yeux. Hitler a besoin d'être sur le terrain. Hitler ne reste pas en place, ne reste jamais en place. Il est un homme de rencontre, est un homme de déplacement, qui n'aime pas coucher 2 nuits de suite au même endroit. Il va toujours sur le front et met aussi sa vie en danger. Il s'en fout. Il est persuadé que Dieu le protège et que rien ne pourra lui arriver. Seulement 6 semaines après le début des hostilités, Varsovie est encerclée. La Pologne écrasée, c'est le Blitzkrieg. La guerre éclaire. Le jour de la capitulation, Hitler se partage le territoire avec Staline, son ennemi idéologique. Pour fêter sa victoire, l'armée allemande défile dans les rues de Varsovie. Adolf Hitler est persuadé, après la victoire rapide et facile en Pologne, qu'il est habité par un génie militaire hors norme et qu'il a toujours raison, qu'il a l'intuition et que si les autres ont un avis différent, ils ont nécessairement tort. Cette fois-là, Hitler a laissé ses généraux diriger la campagne. Mais à l'avenir, il prendra lui-même les opérations en main. Désormais, près de 3 millions de Juifs sont entre les mains des nazis. Dans la Pologne conquise, ils sont rassemblés et entassés dans d'immenses ghettos. Plus les nazis conquièrent de territoires à l'est de l'Europe, plus ils sont confrontés à des populations juives. Et donc, plus ils se disent qu'ils vont devoir organiser la déportation, puis ensuite l'extermination de populations juives. Au quotidien, leurs conditions de vie sont inhumaines. Ils sont emprisonnés, brutalisés, affamés et tués. C'est comme cela qu'Hitler traite la population juive en Pologne. La faim et les épidémies provoquent la mort de milliers d'entre eux. Dans les années 1940-1941, dans les ghettos les plus importants, 1 millier de personnes mouraient tous les mois. Pendant ce temps, Hitler continue d'étendre son hégémonie à l'ouest. En avril 1940, il envahit la Norvège puis le Danemark. Pour la France, il met en place lui-même la stratégie d'attaque alors qu'il n'a aucune expérience militaire. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Pas moins de 29 fois, il remet l'invasion de la France à plus tard. Expliquer pourquoi la France n'a pas été attaquée plus tôt est très simple. La météo. La météo est importante pour Hitler, car l'armée de l'air a été utilisée pour la première fois massivement et à dessein dans cette guerre éclair. Mais les chars vont aussi jouer un rôle important. Leur fabrication ainsi que l'entraînement des divisions blindées retardent le début de l'offensive. Finalement, c'est le 10 mai 1940 qu'Hitler décide d'attaquer la France. Comme pour la Pologne, l'offensive à l'ouest commence par un engagement massif de l'aviation. En quelques jours, la Wehrmacht écrase les troupes françaises. L'armée allemande apparaît comme un véritable rouleau compresseur que rien ne peut arrêter, avec un armement moderne, avec des tactiques hardies, avec des combattants qui sont extrêmement volontaires.
Mais pour faire plier la France définitivement, le Führer veut absolument se rapprocher du front une nouvelle fois. Dès le 19 mai 1940, les responsables de la sécurité d'Hitler sont chargés de lui trouver, au plus vite, un nouvel endroit pour y installer son quartier général. Le temps presse, la France peut répliquer à tout moment. Le 22 mai 1940, leur choix se porte finalement sur le village isolé de Brully-de-Pêche, en Belgique. Ce quartier général, le voici aujourd'hui. Il est quasi à l'identique. À l'époque, le site est un endroit hautement stratégique. Il est très bien situé dans la forêt, il est facile à camoufler, il est à la frontière franco-belge et à quelques kilomètres seulement d'un aéroport. Très vite, l'entourage d'Adolf Hitler entame la construction de 3 chalets qui serviront de logement et de réfectoire aux hommes du dictateur. Aussi surprenant que cela puisse paraître, une petite piscine sera même creusée en prévision de fortes chaleurs. Mais pour les responsables de la sécurité, le plus urgent reste la mise en place d'un abri en cas de bombardement. Il y a à proximité du chalet personnel d'Adolf Hitler un bunker, c'est-à-dire un cube de 7 mètres sur 7 mètres en béton armé, qui est là pour permettre à Adolf Hitler éventuellement de se protéger en cas d'une attaque aérienne. Et pour garantir une sécurité maximum, les 28 villages alentours sont évacués fin mai. Marie Mettens avait 10 ans à l'époque. Elle se rappelle encore de cette journée très particulière. Dans l'après-midi, vers 4 heures, il est passé 2 Allemands, pas aimables du tout, ça je me souviens très bien, qui distribuaient des avis comme quoi on devait partir 2 heures après. On était évacués sans savoir où on allait, mais on ne pouvait pas faire demi-tour et on ne savait pas pourquoi. Il y a dans la population un certain nombre de personnes qui sont aussi prises en otage, plus ou moins 80. Et si certaines personnes évacuées tentent de revenir dans leur village, eh bien ces otages risquent pour leur vie. Donc c'est une menace, c'est une pression supplémentaire sur les populations civiles. C'est finalement le 6 juin 1940 que le dictateur arrive à Brully-de-Pêche, une fois le site complètement sécurisé. C'est dans cette école qu'Hitler dirige désormais les opérations militaires. De longues tables sont recouvertes de cartes. C'est ici que le sort de la France va se jouer. Après seulement 2 semaines de combat, les efforts du dictateur sont enfin récompensés. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain demande la cessation des hostilités. La France est vaincue, le Führer jubile. Hitler est complètement euphorique. Il a réussi en 6 semaines ce que l'Allemagne en 4 ans de guerre n'a pas réussi à faire pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire vaincre la France. Le leader nazi ordonne alors à ses services de rédiger au plus vite les conditions de l'armistice. Tout se déroule dans cette église, dans la nuit du 20 au 21 juin 1940. Axel Tixon est le conseiller historique du site de Brully-de-Pêche. L'ambiance est un peu particulière parce qu'il y a des bougies autour des rédacteurs. Il faut se protéger d'éventuelles attaques aériennes. Et donc, les jours suivants, Hitler, avec ce texte, va l'imposer à la France à Compiègne. Adolf Hitler convoque les représentants français à Compiègne, dans le wagon où les Allemands ont dû reconnaître leur défaite en 1918. Cette victoire constitue pour le dictateur une revanche sur la Première Guerre mondiale, un rêve devenu réalité. Dans les jours qui suivent, Adolf Hitler visite Paris. C'était son rêve d'entrer dans la capitale française. Il s'y rendra le 23 juin 1940. Pourtant, l'historiographie actuelle donne 2 dates différentes pour la venue d'Hitler à Paris. Certains auteurs en ont même déduit qu'il l'aurait visité à 2 reprises. Ce n'est pas vrai, bien entendu. Hitler n'est venu qu'une seule et unique fois à Paris le 23 juin, de 4h05 à 9h du matin.
Ce jour-là, le dictateur s'empresse de se rendre à l'Opéra de Paris avant de se faire prendre en photo devant la Tour Eiffel. Une image très symbolique qui fera le tour du monde. À partir de ce moment-là, Adolf Hitler est considéré par les médias comme le plus grand chef de guerre de tous les temps. Quand la bataille d'Angleterre éclate, la marine et l'aviation allemandes sont tenues en échec. Adolf Hitler cherche avant tout à obtenir un accord avec la Grande-Bretagne plutôt que d'écraser celle-ci par une victoire militaire comparable à celle contre la France. Mais les Anglais sont loin de vouloir coopérer. Ils répondent à toutes les attaques allemandes avec une résistance féroce. C'est le premier tournant de la Seconde Guerre mondiale. Hitler a encore beaucoup de mal à le croire. Il espère que l'Angleterre va tomber comme un fruit mûr. Alors que les premières bombes anglaises s'abattent sur le sol allemand, Hitler, lui, n'a qu'une seule obsession, mettre ce qu'il a de plus précieux au monde en sécurité. Et contre toute attente, il s'agit de sa collection d'œuvres d'art. Depuis plusieurs années, le dictateur veut faire construire un gigantesque musée d'art à Linz, sa ville de jeunesse. Il a pour ambition d'exposer les chefs-d'œuvre les plus réputés de toute l'Europe. C'est ici, dans les entrailles de ce bâtiment, le Führerbau, qu'il décide d'entreposer son trésor en attendant la construction de son musée. Nous sommes retournés dans ce lieu hors du commun avec Harald Sandner. Ces objets d'art étaient entreposés ici. Pour Hitler, les objets d'art ont toujours été plus importants que la vie des hommes. Il a toujours regretté pendant la guerre que des musées et des théâtres soient détruits. Mais la mort des gens, ça lui était égal. Dans les couloirs de ce bunker, près de 700 œuvres d'art seront stockées et protégées en permanence par des gardes SS pendant la guerre. Ce sont le plus souvent des tableaux confisqués ou vendus de force. Nombreux sont les objets pillés par l'armée allemande dans les pays occupés. Adolf Hitler était le plus grand voleur d'art au monde. Les objets d'art du dictateur resteront secrètement enfouis ici jusqu'en 1945. Mais pour l'heure, Adolf Hitler est pris dans la tourmente de la guerre. En 1941, le moment est enfin venu pour lui de réaliser son rêve, anéantir le bolchevisme, l'ennemi mortel du national-socialisme. Le 22 juin 1941, Hitler lance l'offensive contre l'URSS. C'est l'une des plus grandes invasions de l'histoire militaire. 4 millions de soldats, 600 000 véhicules et autant de chevaux. Adolf Hitler redoutait un conflit sur 2 fronts, mais il finit par le déclencher. Il faut comprendre qu'Hitler est impressionné par son propre génie stratégique et il est persuadé qu'il pourra vaincre l'Union soviétique avec la même facilité qu'il a vaincu la France, c'est-à-dire en quelques semaines. À partir de ce moment-là, Hitler prévoit de déporter les Juifs vers l'Union soviétique conquise. Le plan originel de la solution finale. Mais depuis 3 ans, le dictateur dispose également des Einsatzgruppen, des unités spéciales qui suivent l'armée pour éliminer les Juifs et les fidèles au régime soviétique. Ces hommes procèdent à des exterminations de masse. Les hommes adultes étant d'abord tués systématiquement, et puis, de plus en plus, on incorpore aux atrocités les femmes et les enfants. Près de 40% des Juifs morts pendant l'Holocauste ont été tués par balles. Du côté du front, le dictateur continue d'enchaîner les succès. Il conquiert Minsk, puis Leningrad. En août 1941, il rend visite à des soldats sur le front de l'Est, en Ukraine. Des territoires entiers viennent de passer sous l'ordre nazi. Hitler en est sûr, la Russie tombera avant l'hiver.
Il y a un véritable enthousiasme, en particulier durant l'été 1941. Les troupes allemandes progressent à une vitesse inouïe au travers de la Russie. Mais à ce moment-là, le dictateur prend une décision stratégique importante qui va lui coûter cher. Il décide de s'emparer des ressources agricoles, pétrolières et industrielles du sud de la Russie. Et d'ailleurs, il y a une confrontation féroce avec une partie des généraux de l'armée qui préféreraient attaquer immédiatement Moscou. Ces vives discussions ont même retardé le projet de Blitzkrieg, la guerre éclair, contre l'Union soviétique en juillet 1941. Mais lorsqu'enfin l'offensive sur Moscou est lancée en octobre 1941, il est trop tard. La Wehrmacht est rattrapée par l'hiver, les températures chutent jusqu'à moins 30 degrés. Les soldats allemands sont épuisés. Une contre-offensive soviétique les chasse de la région sur plusieurs centaines de kilomètres. C'est clairement un revers majeur. L'Union soviétique ne s'effondre pas, elle se défend. Ses ressources paraissent illimitées et le pays dispose de plus d'hommes et de matériel que prévu. Pour Hitler, ses généraux sont responsables de la débâcle. Depuis le début de la guerre, il se méfie fortement de son entourage militaire. La bataille de Moscou marque un tournant dans leurs relations. Hitler, effectivement, n'a jamais eu confiance dans ses généraux. Il les méprise parce que ses généraux lui ont déconseillé la campagne de France et surtout, selon lui, font échouer la grande offensive de l'été 1941. Hitler a toujours eu la tentation de repousser la faute de ses échecs sur d'autres. Pour dissimuler ses erreurs, le dictateur limoge 30 de ses généraux, dont Walter von Brauchitsch, le commandant en chef de l'armée de terre allemande. Hitler cumule désormais cette fonction avec celle de commandant suprême de toutes les forces armées. Dès le mois de juin 1941, le dictateur se retranche alors dans son quartier général de Pologne, situé à 6 km de Rastenburg. C'est depuis ce vaste complexe de bunkers et de souterrains qu'il pilote la guerre en Russie. Son nom de code, Wolfschanze, la tanière du loup. C'est dans ce quartier général que le Führer séjournera plus de 2 ans. C'est l'antithèse de ce qu'Hitler avait fait jusque-là, puisqu'il n'avait jamais voulu rester au même endroit. C'est sa tranchée de la Deuxième Guerre mondiale. Ce séjour prolongé est aussi le signe qu'Hitler perd la main et n'arrive plus à mener la guerre de mouvement. Ici, la proximité avec les combats nécessite une surveillance des plus élaborées. Situé en plein cœur de la forêt, le site a une sécurité maximale. Le lieu est très protégé. Aux alentours, il y a un champ de mines avec 50 000 mines. Il y a bien entendu des obstacles naturels, des lacs et des marais, puis tout autour du site, une clôture. Des miradors sont installés et des tranchées sont creusées pour dissuader l'ennemi de s'approcher. La cinquantaine de bâtiments et de bunkers est surplombée par des mitraillettes et par des projecteurs camouflés par la végétation environnante. Tout a été minutieusement pensé. Hitler a toujours le sentiment de pouvoir être menacé par un ennemi intérieur, et parce que d'autre part, on peut toujours imaginer une opération commando contre le repère. Il y a des sas de sécurité successifs, il est extrêmement difficile de pénétrer jusqu'à l'endroit où se tient Hitler. Près de 6000 personnes vivent en permanence sur ce site. Alors que des milliers de soldats meurent chaque jour sur le front, ici l'entourage d'Hitler bénéficie de nombreuses infrastructures pour se détendre. Un cinéma, mais pas seulement. Il y avait un sauna parce que certains militaires aimaient le sauna. Bien entendu, Hitler n'y a jamais mis les pieds. En règle générale, le dictateur se lève rarement avant midi. Ensuite, il prend la plupart de ses décisions militaires. Et vers 2 h du matin, il a toujours le même rituel. Il prend du thé avec ses secrétaires les plus proches, et comme à chaque fois, les discussions tournent autour de lui.
Les monologues d'Hitler sont pour son entourage de plus en plus difficiles à supporter. Ce sont toujours les mêmes thèmes qui reviennent, toujours la même chose. Les secrétaires se relaient pour l'écouter, bien entendu, elles n'ont pas le choix. Pour Hitler, c'est une façon de se déconnecter de la guerre. À ce stade du conflit, Adolf Hitler a compris que l'invasion de l'URSS serait plus compliquée que prévu. Il renonce à son projet de déporter les Juifs vers l'Union soviétique occupée. C'est donc en Pologne, à l'automne 1941, que le projet de solution finale verra le jour. Le sort de millions de Juifs est définitivement scellé le 20 janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee. À la fin de cette réunion organisée par Reinhard Heydrich, le bras droit d'Himmler et le maître des Einsatzgruppen, un procès-verbal recense le nombre de Juifs à exterminer, 11 millions. À partir de la conférence de Wannsee, les Juifs d'Europe sont petit à petit, dans un ordre méthodique, arrêtés et ensuite dirigés vers des installations de meurtre. Ces installations, il s'agit de centres de mise à mort dont l'objectif est d'éliminer les Juifs quelques heures après leur arrivée. Hitler croit aux vertus du génocide des Juifs. Il est persuadé que s'il tue les Juifs massivement, il va reprendre l'avantage géopolitique, puisque les Juifs sont les auxiliaires de tous les ennemis de l'Allemagne. S'ensuit dès le printemps 1942 le début de la sélection à Auschwitz et la rationalisation du processus d'extermination. Les plus faibles seront directement envoyés dans les chambres à gaz. Jamais Adolf Hitler ne se rendra dans un camp de concentration. Hitler ne s'est jamais confronté aux conséquences directes de ses actes. Il n'a bien entendu jamais visité un camp de concentration, contrairement à Himmler. À l'été 1942, Hitler déplace son quartier général à Vinitsa en Ukraine. C'est depuis ce camp de baraques en rondins qu'il ordonne à ses soldats de prendre la ville de Stalingrad. Les combats sont intenses, mais dès le mois de novembre, la situation s'envenime rapidement. En quelques mois, la 6e armée allemande est cernée par 90 divisions soviétiques. Ils vont continuer à se faire encercler jusqu'à la fin parce qu'ils sont affamés, ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus rien. À partir de ce moment-là, se révèlent alors les premières grandes faiblesses stratégiques du commandement d'Adolf Hitler. L'échec de l'invasion de l'Union soviétique révèle ses failles importantes et montre qu'il est un chef de guerre médiocre alors qu'il pensait être un génie de l'art militaire. On a ce syndrome d'un individu qui s'est terré dans le bunker de son quartier général et qui est de plus en plus coupé de la réalité du terrain et qui délègue de moins en moins. Le 2 février 1943, les 330 000 soldats allemands finissent par se rendre. C'est la première capitulation de l'armée allemande. La défaite de Stalingrad marque un tournant et le début de la fin pour ce chef de guerre. Peu de temps après la défaite, Hitler quitte son quartier général pour se rendre en Autriche, dans l'abbaye de Saint-Florian. Le dictateur assiste à un concert religieux avec ses plus proches collaborateurs. Harald Sandner a découvert cette photo inédite du dictateur, prise sur place, mais jamais publiée auparavant. Il a même tenu à nous montrer ce lieu, dont la symbolique est très forte. Adolf Hitler était exactement assis à cet emplacement le 4 avril 1943. On avait mis 2 rangées de chaises pour lui et son entourage. Ce jour-là, l'attitude du Führer en dit long sur son état d'esprit. La bataille de Stalingrad semble l'avoir profondément affecté. Il montre sur cette photo des sentiments, ce qu'il ne faisait jamais en tant que Führer. Il est pensif et replié sur lui-même. Et je suis sûr qu'il sait que la guerre est perdue. Une fois le concert terminé, Hitler se rend à Linz, sa ville de jeunesse. Il ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois
qu'il aura l'occasion de la visiter. C'est maintenant le territoire allemand qui est attaqué par les Alliés. Hitler est dans son quartier général de Pologne et les mauvaises nouvelles affluent de partout. L'Allemagne est bombardée, des villes entières sont rasées, les pertes civiles sont considérables. Ça ne l'intéressait pas, c'était juste des bâtiments, c'était juste des hommes, c'était insignifiant. Mais ce qui va le déstabiliser, c'est le débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944. 130 000 hommes traversent la Manche depuis l'Angleterre. En 24 heures, les lignes sont enfoncées, les soldats allemands débordés. C'est un succès. Hitler est furieux contre ses généraux. Ils ne sont pas assez forts, ils ne sont pas assez durs. Et cependant, il continue à croire en un monde fantastique dans lequel les choses vont tourner en sa faveur. À l'époque, Hitler fait développer de nouvelles armes technologiques. Depuis des années, des scientifiques travaillent sur la fabrication de missiles à longue portée. Un moyen pour lui de maintenir le moral des Allemands et de pousser l'ennemi à abandonner. Le premier est lancé le 8 septembre sur Londres et le dictateur a bien l'intention d'aller plus loin. Il travaillait à l'élaboration de la bombe atomique. Et il y a à l'époque un grand nombre de technologies militaires très avancées. D'ailleurs, les gens croyaient en ces Wunderwaffen, ces armes miracles. Progressivement, le Reich allemand est cerné par les soviétiques et par les Alliés. Hitler lance alors une dernière offensive à l'ouest. Son nom, la bataille des Ardennes. Cette contre-attaque a lieu à la frontière franco-belge. Son but, montrer que l'Allemagne est toujours debout et déterminée. C'est une tentative qui est complètement désespérée, qui n'obtient absolument pas le soutien des généraux de l'armée allemande, parce que l'armée allemande n'a plus les moyens, ni humains ni matériels, de battre les Alliés, notamment sur le plan de l'aviation, où le ciel est complètement maîtrisé par les Alliés. Et donc dans ce cadre-là, les chances sont totalement faibles, voire inexistantes, de renverser la situation à l'ouest. Alors que le dictateur cumule les échecs, son état de santé se dégrade considérablement. Il souffre de problèmes cardiaques et les premiers symptômes de la maladie de Parkinson apparaissent. Son médecin Théodore Morel, qui l'accompagne depuis 1935, ne le quitte plus. Il va parfois prendre près de 28 médicaments différents où il reçoit l'équivalent en piqûres. Des piqûres qui le boostent, d'autres ensuite qui l'apaisent. Il a peur de ne pas atteindre son but et de mourir trop tôt. Au début de l'année 1945, il quitte son quartier général de Pologne pour gagner la capitale, Berlin. Hitler est toujours persuadé de l'emporter. Il espère que la coalition entre les Américains et les Russes finira par voler en éclats. Nous sommes en mars 1945. Les bombardements s'intensifient sur la capitale allemande. Le dictateur s'enterre 8 mètres sous terre dans son Führerbunker. Il s'agit d'un complexe d'une vingtaine de salles souterraines dont l'unique objectif est de le protéger des attaques aériennes. Les murs extérieurs font près de 4 mètres d'épaisseur. Le plafond, lui, est en béton armé et renforcé par des poutres métalliques. L'édifice semble quasi indestructible. Voici la maquette du bunker du Führer dans le jardin de la vieille chancellerie de Berlin. Hitler et Eva Braun vivent dans 6 pièces, chacun a sa chambre. Une pour Eva et une pour Hitler. Une pièce importante est aussi la salle de commandement, où ont lieu quotidiennement les points sur la situation. C'est ici qu'Adolf Hitler mène la fin de la guerre. De l'autre côté de l'espace réservé au dictateur, les 6 autres pièces sont occupées par ses plus proches collaborateurs. Son médecin personnel Théodore Morel, Goebbels, ministre de la propagande, mais aussi le personnel de maintenance. En tout, une dizaine de personnes vivent avec lui. D'après la légende,
Ce complexe serait relié à l'extérieur par de nombreux tunnels souterrains. Une information fausse, d'après les historiens. Toutes les rumeurs sur d'éventuels tunnels reliés au métro, voire à une rue secrète conduisant à l'aéroport Tempelhof, sont exactement cela, des rumeurs. Le bunker n'a pas d'autre sortie que l'entrée principale et celle de secours donnant sur le jardin. Mais à l'époque, le dictateur ne sort qu'à de très rares occasions. L'armée rouge est en passe de se frayer un chemin vers Berlin. Il n'est en sécurité nulle part. Le 11 avril 1945, les Américains libèrent le camp de concentration de Buchenwald. Ils découvrent alors l'indicible et décident de rassembler les habitants des villages voisins pour qu'ils voient les atrocités commises juste à côté d'eux par le régime nazi. Ils ont été profondément choqués et très ébranlés. Mais en réalité, ils n'ignoraient pas l'existence du camp. Ils étaient au courant des exterminations des Juifs dès le printemps 1942. Il était impossible de faire comme si vous ne saviez pas. Près de 56 000 détenus trouveront la mort dans ce camp. Les Russes pénètrent par milliers dans Berlin. Hitler est fou de rage lorsqu'il apprend la nouvelle. Hitler reconnaît, dans l'après-midi du 22 avril, lors d'un briefing, qu'aucune troupe ne viendra le libérer. Et il avoue, pour la première fois, ici, que la guerre est terminée. Il annonce aussi que, si rien ne va plus, il se tirera une balle dans la tête. Encore aujourd'hui, de nombreux documentaires présentent cette image comme étant la dernière photo prise d'Adolf Hitler de son vivant. Or, la vérité est bien différente. C'est faux, bien entendu. La véritable dernière photo d'Hitler a été très certainement prise le 20 avril, lors de son dernier anniversaire dans les ruines de l'ancienne chancellerie du Reich. Les historiens sont unanimes sur la question. C'est bien la dernière photo du dictateur. Sur ce cliché, Adolf Hitler est en compagnie de l'adjudant-chef Julius Schaub, chargé dès le lendemain de détruire ses papiers personnels à l'Obersalzberg. Avril 1945. Berlin est complètement encerclé. Adolf Hitler apprend que son plus fidèle collaborateur, Heinrich Himmler, négocie avec l'ennemi. Une nouvelle qui le met hors de lui. Cet événement précipite ses décisions. Dans la pénombre de son bunker, il épouse sa compagne de longue date, Eva Braun, dans la plus stricte intimité. Le mariage a lieu dans la nuit du 28 au 29 avril 1945, dans le bunker. Il faut s'imaginer cette scène. Il fait sombre. Souvent, la lumière s'éteint à cause des attaques aériennes. La lumière vacille, c'est angoissant. C'est humide, il y a du moisi, ça sent très mauvais. Ce n'est pas du tout une cérémonie glamour. Peu après leur union, Adolf Hitler rédige son testament politique, dont voici un exemplaire. Le testament politique d'Hitler, du 29 avril, est l'un des documents les plus effrayants de l'histoire de l'humanité. Dans ces quelques pages sont résumées toute l'idéologie nazie et la folie qui ont conduit à la mort de 50 à 60 millions de personnes. Mais pas un seul mot ne sera prononcé sur le nombre de victimes. Le dictateur s'en prend une nouvelle fois aux officiers de l'armée allemande, qui n'ont pas été à la hauteur, mais également au peuple allemand, pas assez combatif à ses yeux. Tous sont responsables de la défaite, les Juifs en premier lieu. En ce qui concerne les Juifs, il explique que c'est l'une de ses plus grandes réalisations de les avoir largement exterminés, et il demande à son successeur de poursuivre cette politique de meurtre de masse. Il est impossible de prétendre qu'Hitler ne voulait pas de l'Holocauste et qu'il n'en savait rien. Il savait tout, et il l'avoue clairement. En tout, 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les camps de concentration et les centres de mise à mort nazis.
Le 30 avril 1945, le dictateur se donne la mort dans son bureau du Führerbunker. Eva Hitler meurt à ses côtés. Mais l'itinéraire du dictateur ne s'arrête pas là. 30 minutes seulement après sa mort, son corps est transporté puis brûlé par son majordome Heinz Linge dans le jardin de la chancellerie. Telle était sa dernière volonté. Hitler ne voulait surtout pas que son cadavre subisse le même sort que celui de Mussolini, qui avait été pendu la tête en bas à une station d'essence à Milan et qui avait été vandalisé. Le corps est aspergé d'essence et le feu y est mis. Simplement, comme tous ceux qui ont organisé ça ont pris la poudre d'escampette, personne n'a vérifié que les restes d'Hitler avaient été brûlés jusqu'au bout. Ils sont donc trouvés par des soldats soviétiques. Mais voilà, personne n'est réellement en mesure d'identifier le cadavre comme étant celui du dictateur. Pour en avoir le cœur net, c'est ici, dans ce quartier du nord de Berlin, que Staline ordonne des analyses supplémentaires. Sur la base de cette autopsie, on identifie clairement le cadavre à partir de ses dents comme étant celui d'Adolf Hitler. Une information capitale que Staline et ses services secrets cacheront au monde entier pendant de nombreuses années. Les historiens ont plusieurs hypothèses à ce sujet. Je pense que c'est parce qu'il voulait semer le doute et la confusion à l'Ouest. Il pouvait ainsi justifier une politique plus dure envers l'Allemagne d'après-guerre. Une politique construite sur la peur qu'Hitler revienne un jour, comme Napoléon l'avait fait, et qu'il recommence tout à zéro. Staline ne dit rien à ce sujet au moment de la conférence de Potsdam, qui se tient du 31 juillet au 2 août 1945. Il y fait de fausses déclarations. On ne doit pas oublier que c'est déjà la guerre froide. Et ses successeurs restent prisonniers du mensonge jusqu'en 68. C'est Brejnev qui lève le voile en 68 en divulguant le rapport d'autopsie. Alors que les Alliés recherchent activement Adolf Hitler dans toute l'Europe, son cadavre commence une véritable odyssée. 9 fois, il sera exhumé, puis transporté, avant d'être amené ici, dans une caserne russe du nord de l'Allemagne. Nous sommes à Biederitz bei Magdebourg, le 4 avril 1970. Ses restes sont incinérés puis jetés par-dessus ce pont. Harald Sandner a pris ses photos de ce lieu inédit. La seule chose qui reste d'Hitler, c'est sa dentition, qui est encore à Moscou. 25 années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est ici véritablement que s'achève l'itinéraire d'Adolf Hitler. Les 12 ans de pouvoir d'Hitler représentent l'une des périodes les plus sombres et les plus destructrices de l'histoire, sinon la plus dévastatrice. Des dizaines de millions de morts, une humanité qui est ébranlée par ce qu'elle a été capable de faire, c'est-à-dire d'exterminer des pans entiers de son humanité. Hitler est la personnification du mal, car personne n'a plus de morts sur la conscience que lui. Adolf Hitler est l'un des plus grands criminels que l'histoire ait connu.